juin 2020, nous étions nombreux à l'église Saint-Roch, c'est à Paris, pour les obsèques de l'immense écrivain Jean Raspail. Écrivain, mais aussi voyageur, aventurier, créateur. Les éditions de la Nouvelle Librairie ont eu l'excellente idée de réunir une quarantaine de témoignages pour faire vivre à la fois l'homme, l'écrivain, et puis aussi bien évidemment l'œuvre. Et pour en parler, eh bien, j'ai demandé à un journaliste, Adrien Renoir, de nous rejoindre. Bonjour Adrien Renoir. Bonjour Martial. Et vous avez fait bien évidemment une œuvre utile en dirigeant la publication de cet ouvrage hommage intitulé Hourra Raspail. Adrien Renoir, ce livre hommage que je viens d'intituler, qui s'intitule Hourra Raspail et qui sera en vente sur la librairie de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Il a été réalisé, je l'ai dit, sous votre direction. Comment est née l'idée de cet ouvrage? Est-ce que c'est la volonté de transmettre, de maintenir l'héritage? Oui, tout à fait, il y a cette volonté-là. L'idée est très simple. On est parti du constat avec François Bousquet de la Nouvelle Librairie qu'il existait vraiment un engouement autour de la personne de Jean Raspail et de son œuvre. On l'a bien vu, vous l'avez rappelé, aux obsèques dans l'église Saint-Roch, qui était vraiment noire de monde, des personnes de la génération de Jean Raspail, mais aussi beaucoup de jeunes. Je pense que la jeunesse aujourd'hui est intéressée par l'œuvre de Jean Raspail ou l'imaginaire qu'il a créé autour de la Patagonie. Et avec les discussions que nous avons eues avec François Bousquet, nous nous sommes dit il est impossible de ne pas faire quelque chose pour cet immense écrivain. C'est vraiment primordial de transmettre qui était Jean Raspail et le fondement de son œuvre. Alors, dans votre préface, vous insistez sur l'homme de l'amitié, sur l'homme de la fidélité. On parlait d'un aristocrate. François Jonquière parle, lui, dans l'ouvrage, du dernier grand seigneur. Est-ce qu'avant l'œuvre, il y a la personnalité même de l'écrivain, son attitude? Est-ce que ça a une importance? Oui, moi je pense que c'est fondamental. J'apprécie beaucoup les écrits de Jean Raspail, mais ce qui m'a beaucoup touché dans l'écrivain, c'est aussi sa personne, cette attitude face au monde, cette façon d'être dans le monde, cette droiture, cette colonne vertébrale. Tous ces actes, tous ces écrits sont le reflet de ce qu'il était vraiment. Et la fidélité, qui est un thème qui transparaît dans son œuvre, était quelque chose qui était très présent. La fidélité en amitié, tous les contributeurs qui connaissaient personnellement Jean Raspail et qui ont écrit dans ce recueil d'hommages et de témoignages, insistaient sur le côté charmant de Jean Raspail, son amitié, sa tendresse même, sa délicatesse, sa manière d'être au monde. Derrière un visage sévère, un regard transparent d'un bleu acier, un homme sensible. Oui, tout à fait. Je pense que on a voulu, je pense à tort, décrire Jean Raspail un peu de temps en temps comme un écrivain pessimiste, grincheux, je dirais plutôt lucide sur certaines formes de la déliquescence du monde. Mais derrière, il y avait quand même chez Jean Raspail un soupçon d'espièglerie. Il était joyeux et Alain Sanders ou François Tully, qui ont contribué à cet ouvrage et qui étaient des proches de Jean Raspail, mettent en avant que Jean Raspail était d'un naturel quand même assez joyeux, assez camarade. On revient justement à cette fidélité, à cette amitié. Vous écrivez qu'au risque de déplaire, je vous cite, Jean Raspail était un exilé de l'intérieur. Un exilé de l'intérieur. J'ai trouvé que l'image était belle, mais qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit, très clairement, pour nos téléspectateurs? Un exilé de l'intérieur, c'est quelqu'un qui, je pense, qui, voyant ce qui se passe dans le monde et n'y trouvant pas forcément son compte et sa place, a décidé, sans non plus se réfugier tel un anarque comme Ernst Junger et contempler le monde de haut, a voulu créer quelque chose à la lisière du réel et du rêve. Le rêve est quelque chose de récurrent chez Jean Raspail, et on retrouve vraiment cette idée dans le mythe patagon, qui est une espèce de refuge pour personnes qui ne trouveraient pas vraiment leur place dans ce monde, mais qui pourtant s'appuient sur des fondements géographiques réels, historiques. Donc voilà, cette face d'exilé de l'intérieur, c'était prendre part à la vie de la cité, parce que quand on est un personnage public, un écrivain, un journaliste, et puis même un explorateur, Jean Raspail a donné beaucoup de conférences, on n'est pas complètement retiré du monde non plus. C'est compliqué parce que Raspail s'était créé, vous l'avez dit, un monde rêvé, la Patagonie, avec un personnage, Antoine de Tounasse, roi de Patagonie. Lui-même, Raspail était consul général de Patagonie. Et beaucoup de lecteurs ont appris que, en fait, tout ça était fondé. En réalité, il y a une Patagonie, il y a eu un Antoine de Tounasse. Il n'y a peut-être pas eu un consul général.
Non, pas vraiment, mais c'est là la force de Jean Raspail, c'est d'avoir créé un imaginaire, de s'être approprié cette petite histoire d'un avoué du Périgord qui tombe sur l'existence de l'Araucanie et se dit je vais voir là-bas, et qui finalement se proclame roi, et qui en fait était à moitié fou, et qui n'a pas été pris au sérieux par ses contemporains. Et Jean Raspail trouve l'histoire belle, la raconte magnifiquement, l'arrange aussi, et derrière se dit mais il faut poursuivre, la matière qui m'a permis d'écrire ça est bien trop belle pour que je n'en fasse rien. Et derrière il part sur une idée de jeu, un jeu avec toute sa légèreté, mais un jeu qui reste sérieux. Voilà, le royaume de Patagonie a une chancellerie. Jean Raspail s'était proclamé consul général. Enfin, il y avait un drapeau. Il y avait un drapeau qui d'ailleurs, des représentants, des... Oui. Beaucoup de personnes qui ont participé à cet ouvrage sont Patagons, le revendiquent. Et voilà, lors de l'enterrement de Jean Raspail, le drapeau de Patagonie recouvrait son cercueil. Tout de suite après sa mort, on a bien vu que ce que Jean Raspail appelait le jeu du roi a continué. Il y a eu une action qui a été menée sur le boulevard Raspail à Paris. Des Patagons se sont amusés en fait à renommer le boulevard Raspail en boulevard Jean Raspail. Cette année, ça serait bienvenu. Oui, ça serait bienvenu. Cette année, il y a eu un affichage porte de Champéret avec une grande affiche montrant Jean Raspail, et la devise est Pickendorf, donc une famille récurrente dans l'œuvre de Raspail, dont la devise est « Je suis d'abord mes propres pas », une devise un peu orgueilleuse. Et ce clin d'œil était porte de Champéret parce que c'est une porte de l'Ouest, et que ce sont 7 personnes qui l'ont fait, car 7 cavaliers ont quitté la ville. C'est un autre ouvrage de Jean Raspail. Voilà, et je pense que l'œuvre de Jean Raspail ne se résume pas qu'à la Patagonie, comme elle ne se résume pas qu'au Camp des Saints, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire. Mais tout cela se nourrit, et je pense que les personnes qui ont l'amour de Jean Raspail ont cet amour de la Patagonie. En 2018, Jean Raspail était à votre place là, et je lui avais posé la question de savoir si ce monde imaginaire qu'il avait créé était là pour fuir le monde réel, qu'il ne le concernait plus ou qui ne lui convenait pas. Et sa réponse, c'était toujours une réponse simple, c'était peut-être bien. Voilà, peut-être bien. Oui. Alors, oui ou non? Je pense que tout ne lui convenait pas dans ce monde, mais Jean Raspail, d'ailleurs, n'aimait pas se livrer, tant sur lui-même que sur son œuvre. Et j'invite les téléspectateurs de TV Liberté à se pencher sur le livre, parce que nous avons réussi à recueillir 2 entretiens exclusifs qu'il avait consenti à donner qu'à partir du moment où il serait publié avec sa mort. Et il y a aussi 2 études sur son œuvre qui sont très fouillées et qui expliquent bien que Jean Raspail répondait toujours par une pirouette à cette question, mais que, dans une certaine manière, ce qui le maintenait dans ce monde, c'était une certaine forme d'espérance, en fait. Donc, il avait certes un œil critique, peut-être désabusé, mais je ne pense pas complètement. Mais il était plus nourri par une espérance, peut-être sous-tendue par sa foi. Une espérance sous-tendue par sa foi, une espérance aussi dans un esprit monarchique qui était le sien aussi, qui était celui d'une élite. C'est ça. On a parlé de l'aristocrate, on peut parler aussi de ces vertus que Jean Raspail considérait comme cardinales, qui sont la fidélité, on l'a dit, mais aussi la verticalité. L'idéal monarchique est sous-tendu par cette idée-là. Fidélité à la foi, fidélité au roi. En ce sens, Jean Raspail n'était pas complètement inscrit dans le monde actuel, dans l'époque actuelle, mais cette idée-là est pérenne, en fait, elle continue. Donc Jean Raspail n'était pas complètement détaché de toutes ces choses-là. Et Jean Raspail était vraiment très fier d'avoir organisé, lors du bicentenaire de la Révolution, en 1993, une manifestation place de la Concorde en souvenir du roi Louis XVI, qui, pour la petite anecdote, avait été interdite le jour même par le préfet de police de Paris, et finalement autorisée par l'intervention directe du président François Mitterrand. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre Raspail si on ne prend pas en compte sa dévotion envers l'idéal monarchique. Il y avait chez Raspail aussi un refus du conformisme évident, qu'on retrouve évidemment dans son roman prophétique, Le Camp des Saints, qui lui aura valu, là je le cite encore,
d'être insulté, emmerdé, oublié, puis pardonné. La puissance de ce livre a été incroyable et pardonné parce qu'en fait, les faits lui ont donné raison. Alors, je pense que les faits lui ont donné raison, mais Jean Raspail disait que ce livre a été une grosse épine dans le pied, mais que finalement, sur le long terme, ça lui avait permis de gagner parce que c'était à la fois quelque chose qui, qui lui a porté préjudice, mais qui derrière a servi de tremplin. Moi, je pense que les faits ont pu lui donner raison dans une certaine forme d'envahissement de l'Europe, enfin on appellera ça comme on veut, mais les faits lui donnent surtout raison quand il décrit l'arrivée des hommes du Gange, c'est le thème du camp des Saints en Europe, c'est surtout une Europe qui est vidée de tout sens, qui est lâche, qui est veule, et je pense que Jean Raspail avait vraiment envie de transmettre cette idée que c'était pas tant le fait d'être envahi qui était grave, c'était le fait de ne rien faire. Donc, il y a une faible résistance, hein, on ne va pas lire le livre, mais enfin il y a une résistance, une belle résistance, petite mais belle. Il y a une belle résistance. Héroïque, sans doute, mais Jean Raspail a toujours dit que le camp des Saints appelait à sans doute une suite, une fin. La résistance est quand même plus ou moins brisée, mais Jean Raspail, en transposant un peu dans la réalité la thématique de ce livre-là, disait que le salut pouvait quand même passer par des isolats, c'est-à-dire des groupes de personnes qui, face à ce désenchantement du monde, se réunissent, forment une communauté d'âme et d'esprit et derrière essayent de regagner le cœur et de redonner un peu de flamme à ce monde qui est en pleine décrépitude. Voilà, c'est un livre qui est de 1973, c'est-à-dire qu'il va avoir bientôt ses 50 ans. Certains téléspectateurs vont, à travers Hourra Raspail, découvrir Jean Raspail, découvrir l'homme et aussi l'œuvre. Et quel est le chemin à suivre pour faire connaissance de son œuvre? On commence par quoi? Quels sont les titres phares? Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire de Raspail? Aïe. Alors la question est délicate parce que je pense que c'était la force de Jean Raspail, c'était d'avoir une œuvre assez éclectique avec des thèmes récurrents qu'on a évoqués tout à l'heure, mais qui se plaçait sur des chemins assez différents. Il y a les récits de voyage, plus à la recherche des peuples perdus. Il y a les récits un peu, je dirais, type signe de piste, un peu idéaliste. Et chacun ne trouvera pas forcément son compte dans l'œuvre entière de Raspail. Il y a des personnes qui sont des inconditionnels de Jean Raspail, qui apprécient l'entièreté de son œuvre, que ce soit le Raspail plutôt explorateur, soit le Raspail plutôt idéaliste ou même le Raspail du camp des Saints. Mais je pense que pour beaucoup, chacun pioche un peu là où il veut, les choses vers lesquelles il est le plus tourné, les choses vers lesquelles il se sent le plus appelé. Adrien Renoir. Ça, c'est une réponse de jésuite. En 2023, il y aura Barrès. On ferait la même chose, parce que pour Barrès, on se dit tout le temps, on va lire Barrès. Qu'est-ce qu'il faut lire de Barrès? C'est une des doctrines du nationalisme, on va tout savoir, puis on ne sait pas. C'était un écrivain, il fallait piocher dans ses discours, piocher dans ses livres, dans ses ouvrages. Ça, je veux bien l'entendre. Mais néanmoins, moi, je suis devant mon libraire indépendant, et je dis, voilà, je voudrais que vous me commandiez. Est-ce qu'il faut commencer par le camp des Saints, par exemple? Pas nécessairement. Je pense que le camp des Saints est un passage obligatoire. Il est à lire parce que il a une place toute particulière dans l'œuvre de Jean Raspail, mais c'est aussi par le camp des Saints que Jean Raspail a été connu, et je pense qu'on ne peut pas appréhender l'écrivain et son œuvre sans l'avoir lu. Après, je conseillerais aux téléspectateurs de lire, s'ils sont portés sur le voyage en chemin sur les canaux d'eau du roi, qui est vraiment un magnifique livre sur un périple vers la Nouvelle-France, enfin en remontant les rives du Saint-Laurent, qui est magnifique. Je pense que Qui se souvient des hommes est fondamental. Après, j'ai une tendresse. Mais pas dit cire. Alors cire, pourtant, c'est voilà. Alors là, quand on pense à un jeune qui connaît Raspail, cire. On ne regarde jamais la basilique de Saint-Denis de la même façon après avoir lu Cire. Oui, bah, moi j'ai une tendresse particulière pour Cire et pour L'Anneau du pêcheur, qui sont deux livres pour, je pense, jeunes idéalistes. Cire est très important si on veut
on veut comprendre la filiation monarchique de Jean Raspail. Après, je pense que c'est vraiment un sentiment personnel, mais que l'anneau du pêcheur est presque plus profond. C'est aussi une histoire de fidélité, en quelque sorte, et une espèce même de voyage initiatique. Et c'est aussi le reflet de l'ambiguïté que Jean Raspail pouvait entretenir avec la religion catholique. Et je pense que pour parachever le tout, mais plutôt en fin de cycle, il faut lire La Miséricorde de Jean Raspail qui dénoue en partie la relation contrastée que Jean entretenait avec le catholicisme. Quelle est son dernière œuvre, son dernier ouvrage. Comment, comme le dit Philippe de Villiers, apprendre à vivre à la Raspail, c'est-à-dire comment fait-on ? On fait ça avec gravité, avec romanesque, avec un désespoir surmonté. Villiers dit un sourire au coin des lèvres et le regard tendu vers l'absolu. Est-ce que c'est ça, vivre à la Raspail ? Est-ce que ça vaut la peine de vivre à la Raspail ? Nous avons été jeunes, oui, et nous avons eu cette idée-là, je parle de nous, pas de vous, vous êtes bien plus jeunes, d'avoir cet idéal de vivre à la Raspail. Et quand on le rencontrait, d'être à la hauteur de Jean Raspail. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est valable ? Oui, moi je pense que toute figure qui est sous-tendue par quelque chose qui le dépasse et qui l'anime, a droit de citer, et je pense qu'aujourd'hui, vivre à la Raspail, c'est refuser certains dictats qu'on nous impose, dictats intellectuels, pouvoir aborder tous les sujets, avec, pour ceux qui sont graves, avec une certaine gravité, mais en n'oubliant pas que nous sommes des êtres incarnés, qu'il faut aussi prendre les choses comme elles sont, le faire avec un peu d'humour, de détachement, voilà, prendre le monde tel qu'il est dans sa complexité. Jean Raspail était le chantre d'un monde complexe. Il était contre la dissolution des identités dans un monde fade, uniformisé. Je pense que Jean Raspail n'aurait pas été l'homme du pass sanitaire et du vaccin et des contraintes absolues. Jean Raspail était un être épris de liberté. Je pense que pour vivre comme Jean Raspail, il faut être un combattant de la liberté. La liberté n'est pas donnée, elle s'acquiert. Il faut en payer le prix, Adrien Renoir. Il faut en payer le prix. Il faut le dire qu'il faut en payer le prix, car il a payé le prix. Il a payé le prix parce qu'il n'a jamais été à la place médiatique qui aurait dû être la sienne, un des plus grands écrivains de son époque, et que l'Académie française lui a fermé ses portes. Ça veut dire aujourd'hui, quelle chance pour lui. Mais à l'époque, c'était bien évidemment une humiliation. Oui, c'était une grosse blessure pour Jean Raspail d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut en payer le prix, mais les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent. C'est un autre écrivain qui disait cela. Et je pense que Jean Raspail est un exemple en ce sens, et que son œuvre, qui a vocation à transmettre, je pense, une certaine idée de la France, une certaine idée du monde, une certaine idée de vivre dans le monde, et de prendre ses libertés, de ne pas être un consommateur avachi, un agent de la société de consommation telle qu'elle transparaît aujourd'hui dans le monde entier, et en particulier dans la civilisation occidentale. Alors parmi les contributeurs, les auteurs de cet ouvrage, on ne peut pas tous les citer. Je laisserai citer aussi quelques-uns. Moi, je ne peux pas oublier les animateurs de TV Liberté, Anne Brassier, Olivier François, Jean-Pierre Maugendre, Guillaume de Tuelois. J'ai vu aussi qu'il y avait Renaud Camus, François Bousquet, on en a parlé, Olivier Molins, Sanders, Alain, Jean, Sévilla, Rioufol, Yvan, j'oublie certainement certains noms. J'ai l'abbé Laurent aussi, qui est à Saint-Roch, a prononcé l'homélie le jour de ses obsèques. Est-ce que vous avez d'autres noms ? Il y en a 40, on va en oublier, donc faites-vous des ennemis, vous. François Joncker, Jean Descartes. Jean Descartes, bien sûr. François Tully, il me semble que vous l'avez dit. Mais des personnes plus jeunes, Charles de Meyer, Marc Hainaut. Je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par Anne Letty, qui est membre de la Nouvelle Librairie et qui a beaucoup aidé dans la préparation de ce livre, qui s'est notamment occupé particulièrement du cahier photo qui, je pense, est quand même assez beau et
Jean Raspail méritait bien un produit complet pour lui rendre hommage. On va en citer encore Pierre quelques-uns. Saint-Servant. On va en citer d'autres, parce que Patrick Hedel, Marie de Dieu le veut, Laurent Dandrieux de Valeurs Laurent Actuelles. Dandrieux, bien sûr, et Bruno de Sessol. Jacques de Guibon, bien correct. J'essaie de les citer tous. Mais il y en avait un moment. Je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par Marie de Dieu le veut et Philippe Msem. On fait les entretiens. Qui ont fait les entretiens avec Jean Raspail, les entretiens qui ont été publiés à partir du moment où il n'était publié qu'après sa mort. Ça a été fait en 2008. Ils ont été faits en 2008 pour l'un et en 2011 pour l'autre, quelque chose comme ça. Et en fait, les deux sont des amoureux de l'œuvre de Raspail. Marie de Dieu le veut a fait des études de lettres et a fait un mémoire consacré à l'œuvre de Jean Raspail. Et Philippe Msem est enseignant et était très proche de Jean Raspail. Et tous les deux ont réalisé ces entretiens et ont fait des études assez fouillées de l'œuvre de Jean Raspail. Et je pense que ça peut être un bon éclairage pour les personnes qui voudraient se lancer dans la lecture de Jean Raspail. Vous me demandiez tout à l'heure des ouvrages à conseiller, il y en a plein, mais je pense que si les personnes sont aiguillées par ces études, ils y trouveront forcément leur compte. Voilà, avec aussi quelques photos très attachantes de Jean. Voilà, écoutez, merci pour ce travail, merci d'avoir récolté ce travail, de nous faire vivre à nouveau à la fois l'homme et l'œuvre. Et puis, je voudrais dire à chacun de lire cet ouvrage et de voir en Raspail une boussole importante pour les temps qui viennent. Merci à vous. Merci Martial.